Le couteau s'enfonça dans mon dos comme une caresse traîtresse, le sang chaud ruisselant sur ma peau pâle tandis que le rire étouffé de mon amant résonnait dans la ruelle humide de Montmartre. Dans mon dernier râle, je vis son visage, celui de Julien, mon Julien, se tordre en un masque de triomphe froid, et je sus que la mort n'effacerait pas cette trahison. Mais l'oubli est un luxe pour les vivants, pour moi, il fut le pont vers une renaissance impitoyable, mes paupières s'ouvrant sur le même café enfumé des Halles, 3 mois plus tôt, mon cœur cognant comme un tambour de guerre. J'étais serveuse, mais j'ai vu que le document inestimable du milliardaire était un faux, et cette fois, le sang coulera avant le mien. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru comme un écrin de velours pour les âmes perdues. Mais ce matin-là, alors que le soleil filtrait à travers les vitres embuées du Café des Arts, je me sentis comme une intruse dans mon propre corps. Mes mains tremblaient en essuyant les verres, non pas de fatigue accumulée après des nuits blanches à servir des intellectuels sous de vin et de philosophie, mais d'un savoir viscéral, gravé dans les fibres de cette seconde vie. J'avais 28 ans, Élise Moreau, une fille de banlieue lyonnaise venue conquérir la capitale avec des rêves de journalisme et des dettes estudiantines. La première fois, j'avais échoué misérablement, cette fois, je ne raterai pas ma cible. Le café bourdonnait d'activités habituelles, les habitués en costume froissé commandaient leur espresso serré, les touristes japonais photographiaient les croissants dorés, et au fond de la salle, près de la fenêtre donnant sur la Seine, il était là. Victor Langlois, le milliardaire des ombres, patron des galeries d'art les plus exclusives de la rive gauche. Ses cheveux grisonnants impeccablement coiffés, son costume sur mesure taillé dans un tissu qui coûtait plus que mon loyer annuel, et ce sourire carnassier qui masquait des décennies de 10 occultes. Il était venu incognito, ou du moins le croyait-il, flanqué de son assistant zélé, un jeune loup nommé Antoine qui transpirait l'ambition mal contenue. Je m'approchai de leur table, plateau en main, le cœur battant la chamade. Dans ma vie précédente, c'est ici que tout avait commencé. J'avais servi leur café, et par inadvertance, mon regard avait glissé sur le document qu'il avait étalé, un prétendu manuscrit inédit de Victor Hugo, jauni et calligraphié avec une élégance surannée. Inestimable, avait-il murmuré à Antoine, les yeux brillants d'une cupidité qui n'avait rien d'artistique. Mais moi, Élise la curieuse, formée aux bases de la paléographie lors de mes cours avortés à la Sorbonne, j'avais vu l'imperfection, l'encre trop uniforme, les lettres trop régulières pour un 19e siècle chaotique. Un faux. Un faux qui valait des millions sur le marché noir, destiné à duper un collectionneur qatari aux poches sans fond. À l'époque, excité par cette découverte, j'avais confié mon secret à Julien, mon amant de l'époque, un artiste fauché qui squattait mon studio à Belleville. Julien, avec ses yeux verts perçants et ses promesses chuchotées dans l'oreiller, qui jurait m'aimer plus que la liberté elle-même. Élise, ma muse, on va les ruiner ensemble, avait-il susurré, ses lèvres effleurant ma nuque. Naïve, je lui avais tout raconté, et le lendemain, le document avait disparu de la table de Langlois. Julien l'avait volé, pour le revendre à un intermédiaire anonyme. Mais Langlois, ce serpent, avait flairé la trahison. Il avait remonté la piste jusqu'à moi, la serveuse aux yeux trop vifs. Et Julien? Il m'avait vendu pour une part du gâteau, un chèque à 6 € et une nuit d'oubli dans les bras d'une autre. Le couteau dans la ruelle, c'était lui. Pas Langlois, trop raffiné pour se salir les mains, mais Julien, mon bourreau aux traits anguleux, qui avait murmuré « Désolé, chérie, c'est les affaires » avant de me laisser saigner sur les pavés. La police avait conclu à un vol crapuleux, un de ces drames anonymes de la nuit parisienne. Personne n'avait enquêté sur le manuscrit fantôme. Et moi, j'avais pourri dans une fosse commune, mon corps anonyme, mon âme hurlante de rage inassouvie. Maintenant, je revivais ce moment pivotal. Le plateau cliqueta légèrement quand je le posai sur leur table. « Bonjour, messieurs. Un café noir pour monsieur Langlois, et un thé vert pour l'assistant » demandai-je d'une voix suave, mes yeux plongeant dans les siens. Il leva la tête, surpris par cette familiarité, mais son ego le poussa à sourire. « Vous avez une bonne mémoire, mademoiselle. » Élise, c'est cela. Sa voix était un ronronnement de velours râpé, imprégné d'un accent du Sud qui trahissait ses origines marseillaises masquées. « Oui, monsieur. On ne forget pas un visage comme le vôtre. » Je versai le café, mes gestes lents, délibérés, et glissai un regard sur la mallette ouverte à ses pieds. Le document était là, enroulé dans un tube de cuir, attendant son heure. Mon estomac se noua, mais je souris. Cette fois, je ne dirai rien à Julien. Pas encore. Je le laisserai venir à moi, comme la première fois, avec ses fleurs volées et ses mensonges sucrés.
je le noierais dans son propre venin. La journée s'étira en un supplice calculé. Je servis, observai, mémorisai. Antoine, le larbin, quitta la table pour un appel, laissant Langlois seul avec son trésor. Il déplia le manuscrit, le caressant du bout des doigts comme un amant possessif. « Hugo. Mon Hugo » murmura-t-il pour lui-même. Je m'approchai sous prétexte d'un chiffon oublié, et je vis à nouveau les failles, la pliure trop nette, l'odeur d'encre récente masquée par un parfum de vieux papier. Mon sang bouillonnait. Dans ma tête, les images de ma mort défilaient comme un film muet, le flash des phares d'une voiture fuyant, le corps de Julien penché sur moi, son haleine chargée de cognac bon marché. Le soir venu, je quittai le café les jambes flageolantes, mais l'esprit aiguisé comme une lame. Mon studio à Belleville m'attendait, ce taudis au mur lézardé où Julien m'avait séduite la première fois. Et comme un écho du destin, il était là, adossé à la porte, un bouquet de roses fanées à la main. « Élise. Ma belle, je t'ai cherché partout. J'ai une expo qui se profile, et j'ai besoin de toi. » Ses yeux verts, ses traîtres, pétillaient d'une fausse tendresse. Je l'invitai à entrer, mon cœur un tambour de haine contenue. Nous parlâmes tard dans la nuit, de rêves brisés et d'ambitions parisiennes. Il me toucha, comme avant, et je le laissai faire, mes ongles s'enfonçant dans sa chair sans qu'il s'en rende compte. « Raconte-moi ta journée, » murmura-t-il, sa tête sur mon épaule. Je souris dans l'ombre. Oh, rien d'extraordinaire. Juste un milliardaire et son trésor de papier. Ses muscles se tendirent imperceptiblement. Le piège se refermait. Les jours suivants furent une danse macabre. Je retournai au café, observant Langlois qui négociait en sous-main avec des acheteurs invisibles. Par les ragots des serveurs, j'appris que le manuscrit était promis à une vente privée lors d'une soirée au Louvre, un événement élitiste où les fortunes se croisaient comme des épées. Julien, de son côté, rôdait, posant des questions anodines sur un client important. Il mordait à l'hameçon, ce poisson vorace. Je le nourrissais de miettes, un nom glissé ici, une date là. Victor Langlois? Un requin, dis-tu? Peut-être qu'on pourrait l'aider à s'étouffer avec son appât. Bientôt, il proposa le plan, mot pour mot comme dans ma mémoire. Élise, imagine, on vole ce faux, on le revend à un concurrent de Langlois. Des millions pour nous, et adieu la misère. Je feignis l'hésitation, les larmes aux yeux, pour le rendre accro. Et si on se fait prendre? Il rit, m'embrassant. Avec moi, jamais. Je t'aime, tu sais. Mensonge. Mais je hochai la tête, scellant notre pacte dans un lit défait. La tension montait comme la crue de la Seine en automne. Langlois intensifia ses gardes, Antoine embauchait des voyous discrets pour surveiller la mallette. Paris, sous son vernis glamour, révélait ses crocs, les ruelles sombres de Pigalle où les deals se nouaient, les bars enfumés du Marais où les informateurs chuchotaient pour une pièce. Je m'infiltrai, utilisant mes charmes de serveuse, ces sourires forcés qui ouvraient des portes. Une nuit, dans un bistrot de la Butte, je surpris une conversation, Langlois n'était pas qu'un faussaire. Le manuscrit cachait un secret plus noir. Des annotations marginales, codées, révélaient un réseau de blanchiment, des œuvres volées pendant la guerre, revendues à des oligarques russes. Et au cœur, un nom, celui de mon père, mort en prison pour un vol qu'il n'avait pas commis, piégé par Langlois lui-même il y a 20 ans. Le choc me frappa comme un uppercut. Mon père, artisan horloger à Lyon, accusé d'avoir dérobé un Rembrandt mineur d'une galerie. Condamné sur la base d'un témoignage anonyme, celui de Langlois, alors jeune galeriste ambitieux. J'avais grandi avec cette ombre, haïssant un innocent fantôme. Et maintenant, le cercle se refermait, ma mort n'était pas un accident isolé, mais le fil d'une toile tissée sur des générations. La vengeance n'était plus personnelle, elle était héréditaire, un cri primal contre l'injustice gravé dans le marbre des tribunaux français. Je confrontai Julien cette nuit-là, feignant une crise de larmes. Et si Langlois est plus dangereux qu'on pense? J'ai entendu des rumeurs. Sur mon père. Il pâlit, mais se reprit vite. Oublie ça, Élise. C'est le passé. Pense à notre avenir. Notre avenir? Le sien s'annonçait sanglant. Je décidai alors la première entaille, je contactai un journaliste freelance, un ancien de mes cours à la Sorbonne, et lui glissai une photo floue du manuscrit, prise en douce au café. Vérifie ça. C'est du gros. Il mordit, promettant une enquête discrète. Mais Julien,
ce serpent, flairait déjà le vent. Il me pressa de questions, son regard se durcissant. Tu parles à qui, ces temps-ci? Je ris, le repoussant. À personne. Juste à des fantômes. La nuit suivante, il disparut, laissant un mot, rendez-vous au café demain. On passe à l'action. Parfait. Le piège se resserrait. La soirée au Louvre approchait comme un orage d'été, lourde de promesses électriques et de dangers latents. Paris se parait de ses joyaux pour l'occasion, les berges de la Seine illuminées par des guirlandes de lumière, les boulevards grouillants de limousines aux vitres teintées. J'avais revêtu une robe noire moulante, volée dans une friperie du Sentier, qui épousait mes courbes comme une seconde peau. Pas de maquillage ostentatoire, juste un trait d'eyeliner pour accentuer mes yeux, ses fenêtres sur l'abîme de ma rage. Julien m'attendait à l'entrée des artistes, son smoking mal ajusté trahissant son malaise. Tu es sublime, Élise. Prête pour le grand coup? Je hochai la tête, glissant mon bras sous le sien. Nous avions un laissez-passer bidon, fabriqué par un faussaire de ses contacts dans le 18e arrondissement. Ironie du sort, un artisan du mensonge pour piéger un maître du faux. À l'intérieur, le musée bruissait d'une élégance feinte, robes de couturiers italiens frôlant les tapis persans, rire cristallin masquant des négociations à coups de millions. Langlois trônait au centre de la salle des sculptures, entouré d'un cénacle d'admirateurs, un ministre de la culture aux joues rougies par le champagne, une actrice déchue cherchant un comeback, et bien sûr, Antoine, son ombre fidèle, la mallette rivée à la main. Nous nous fondîmes dans la foule, Julien me guidant vers un recoin près des vitrines de la section égyptienne. Le deal se fait dans la salle des impressionnistes, à minuit. On intercepte l'acheteur à la sortie, on subtilise la mallette pendant la confusion. Son plan était identique à la première fois, un pickpocket embauché pour la diversion, un van garé rue de Rivoli pour l'évasion. Mais cette fois, j'avais altéré les détails. Le pickpocket? Un indique à moi, payé pour rater son coup et alerter la sécurité. Le van? Saboté par un mécano de Belleville, qui coulerait comme du plomb dès le moteur tourné. Tandis que nous attendions, blottis dans l'ombre d'une statue de marbre ou une Vénus dénudée, moqueuse, Julien me confia son secret. Tu sais, Élise, ce n'est pas juste pour l'argent. Langlois a ruiné ma famille. Mon père était restaurateur d'art, il l'a accusé de contrefaçon pour une broutille, et pouf, en prison. Mort d'un accident 2 ans plus tard. Ces mots me glacèrent. Était-ce une coïncidence, ou un autre fil de la toile de Langlois? Je feignis la compassion, caressant sa joue. Alors, on le fait pour ton père. Pour nous. Mais intérieurement, je ricanais. Il était aussi victime que bourreau, un pion dans le jeu du milliardaire. Et les pions, on les sacrifie en premier. Minuit sonna, un carillon étouffé par les murmures. Nous nous faufilâmes vers la salle des impressionnistes, où Monet et Renoir dansaient dans des éclats de lumière tamisés. Langlois avait isolé l'acheteur un chèque bedonnant en dish d'achat blanche, flanqué de gardes du corps saoudien dans un salon privé. Par la porte entr'ouverte, j'entendis les voix, 25 millions, et le manuscrit est à vous. Hugo en personne, authentifié par mes experts. Le chèque rit, un son guttural. Et si c'est un faux, Langlois? J'ai des amis au quai des Orfèvres qui adorent les arnaques. Le milliardaire balaya l'objection d'un geste. La foi, mon ami. L'art est question de foi. C'est alors que le chaos éclata. Mon pickpocket surgit, renversant un plateau de coupe avec un cri théâtral. Verre brisé, cri d'indignation, et la sécurité du Louvre ses gardiens impassibles en costume noir fondit comme une meute. Julien jura, me tirant par le bras. C'est le moment. La mallette. Nous plongeâmes dans la mêlée, ses doigts agrippant mon poignet comme un étau. Mais au lieu de viser Antoine, qui fuyait maladroitement, Julien se tourna vers moi. Élise, couvre-moi, hurla-t-il, et dans un éclair, je vis le couteau le même, ô ironie cruelle, le même manche nacré que dans la ruelle de ma mort. Il ne me visait pas encore, mais l'instinct primal hurla en moi. Je me dégageai, le repoussant contre une vitrine. Le verre tinta, et un Renoir un vrai, cette fois vacilla. Qu'est-ce que tu fous, grogna-t-il, les yeux fous. On doit voler la mallette, pas tout foutre en l'air. Je ris, un son amer qui le figea. Oh, Julien. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas la mallette que je veux. C'est ta tête sur un plateau. La confusion régna. Les gardes empoignèrent le pickpocket, mais notre bagarre attira l'attention. Antoine,
paniqué, lâcha la mallette dans sa fuite, elle s'ouvrit, vomissant le tube de cuir au pied du chèque. L'homme ramassa le manuscrit, le déroulant avec suspicion. Qu'est-ce que... L'encre est fraîche, tonna-t-il, son accent roulant comme un désert en furie. Langlois, acculé, blêmi. Une erreur, une simple erreur de manipulation. Mais le journaliste, mon allié anonyme, était là, caché parmi les invités, son téléphone enregistrant tout. Flash de caméra, murmure qui enflaire en scandale. Faux. Langlois vend des faux au Louvre. Les titres se formaient déjà dans les esprits. Julien, me voyant comme une traîtresse, bondit, le couteau levé. Espèce de salope. Tu m'as piégé. Son assaut fut maladroit, alimenté par la rage et le champagne. Je l'esquivai, attrapant une coupe brisée pour le frapper au bras. Le sang jaillit, tachant son smoking immaculé. Il hurla, attirant les gardes sur nous. Dans la cohue, Langlois croisa mon regard. Pour la première fois, il me vit vraiment pas la serveuse insignifiante, mais la furie renaissante. Toi. La fille de Moreau, siffla-t-il, comprenant en un éclair. Son père, mon père, les fils se nouaient. Il tenta de fuir, mais le chèque, furieux, appela ses gardes. Arrêtez-le. Il m'a volé. La police arriva, sirène hurlante dans la nuit parisienne, transformant le gala en farce tragique. Julien fut menotté le premier, son couteau confisqué, son regard implorant posé sur moi. Élise. Pourquoi? Je m'approchai, murmurant à son oreille, parce que la trahison a un prix, mon amour. Et le tien est ma vie. Les menottes claquèrent, et il fut traîné dehors, pleurant comme un enfant. Langlois, lui, fut cerné par les flashs, son empire craquelant comme un faux vernis. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, le scandale éclaboussa la presse, le monde titrait l'empire de papier de Langlois s'effondre, Libération creusait le passé, exhumant l'affaire de mon père. Des témoignages affluaient, d'autres victimes, d'autres familles brisées par ces machinations. Le chèque porta plainte, gelant les actifs du milliardaire. Et moi? J'étais l'ombre, l'instigatrice invisible. Le journaliste me protégeait, publiant sans me nommer, me dépeignant comme une source anonyme au cœur du complot. Julien, en détention provisoire à la Santé, m'écrivit, des lettres fiévreuses, jurant l'amour éternel, implorant une visite. J'y allai, une fois, pour le voir se tordre derrière la vitre. J'ai tout perdu, Élise. À cause de toi. Je souris, froide. Non, Julien. À cause de toi. Rappelle-toi la ruelle. Le couteau. C'est les affaires au point. Il blêmit, comprenant enfin. Tu étais morte? Je raccrochai le téléphone, le laissant avec ses fantômes. Pourtant, la vengeance n'apportait pas la paix. Les nuits étaient hantées par des visions, le sang sur les pavés, le rire de Julien. Et Langlois? Libéré sous caution, il contre-attaqua, engageant des avocats Sharks pour salir mon nom. Des rumeurs circulèrent, Élise Moreau, la serveuse mythomane, cherchant à se venger pour un père voleur. Paris, ville de ragots, se délectait. Je quittai le café, trouvant refuge dans un petit appartement du 13e, sous un faux nom. Mais la traque avait commencé. Un soir, en rentrant, je trouvai la porte forcée, un message gravé sur le mur, le passé ressuscite, mais il saigne encore. C'était la signature d'Antoine, le larbin loyal. La seconde phase de ma vengeance s'annonçait, plonger dans les abysses de Langlois, déterrer les squelettes pour les exposer au grand jour. J'appelai mon contact au quai des Orfèvres, un inspecteur lassé des magouilles des élites. J'ai des preuves. Sur le blanchiment, les vols de guerre. Il hésita, mais l'appât du scandale le fit céder. Ensemble, nous creusâmes, des archives jaunies à la Bibliothèque nationale, des entretiens avec des veuves de résistants spoliés. Bientôt, un twist me frappa comme la foudre. Dans les notes codées du manuscrit, un nom réapparut, non seulement mon père, mais Julien. Son père, le restaurateur, n'avait pas été une victime innocente. Il avait travaillé pour Langlois, forgeant des faux mineurs, jusqu'à ce qu'une erreur un tableau nazi mal effacé le condamne. Julien savait. Il m'avait utilisé, non par hasard, mais pour boucler le cycle, voler Langlois pour venger son père, me sacrifiant comme appât. La trahison s'approfondissait, un puissant fond. Je confrontai l'inspecteur, et si j'étais impliqué,
moi aussi? Il haussa les épaules. La loi française pardonne les vengeances justes, mademoiselle Moreau. Mais attention, la justice est aveugle, pas sourde. Ces mots pesaient. Mes décisions bifurquaient vers le controversé, infiltrer le cercle de Langlois, peut-être en séduisant Antoine, ce faible. Ou pire, fabriquer une preuve pour le piéger définitivement. La ligne entre vengeance et crime s'effaçait, comme la brume sur la tour Eiffel. Les ombres de Paris s'allongeaient avec l'hiver, transformant les haussmanniens en mausolées de pierre grise. J'avais troqué mon tablier de serveuse pour un rôle plus insidieux, celle de l'espionne, une ombre parmi les ombres. L'appartement du 13e devint mon QG, jonché de dossiers photocopiés et d'écrans allumés tard dans la nuit. L'inspecteur Duval, mon allié réticent, m'alimentait en fuite, des relevés bancaires de Langlois menant à des comptes offshore aux Caïmans, des photos granuleuses de réunions clandestines dans des châteaux de la Loire. Mais Duval avait ses limites, un flic intègre dans un système corrompu, il craignait le backlash. Élise, ceci n'est pas un film de Luc Besson. Si on tombe, c'est la tôle pour tous les deux. Je hochai la tête, mais mon esprit bouillonnait. La tôle? J'y avais déjà goûté, dans l'au-delà, un néant plus froid que les cachots de la conciergerie. Non, cette fois, je dicterai les règles. Mon plan audacieux, approcher Antoine, le maillon faible. Il était jeune, ambitieux, mais rongé par la culpabilité où j'avais vu ses mains trembler au café, ses regards fuyant vers Langlois. Une nuit, je l'attendis à la sortie d'un bar du Champ de Mars, vêtu d'une jupe crayon et d'un chemisier décolleté, les cheveux relevés en un chignon négligé. Antoine? On se connaît du Café des Arts. Élise. Vous aviez renversé du sucre sur mon plateau. Il sursauta, ses joues s'empourprant sous la lumière des réverbères. Ah. Oui. Désolé pour ça. Je ris, léger, effleurant son bras. Laissez-moi vous offrir un verre pour me venger. Histoire de laver l'honneur. Il hésita, mais l'ego masculin, ce vieil allié des femmes rusées, l'emporta. Nous atterrîmes dans un zinc anonyme, où le pastis coula comme des confidences. Au fil des verres, il se livra. Langlois. C'est un monstre. Il m'a promis le monde, mais je forge des chaînes pour lui. Les faux ne s'arrêtaient pas au Hugo, des Picasso recréés, des Warhol trafiqués, un empire bâti sur le mensonge. Et le secret enfoui? Une pièce maîtresse, un tableau de Matisse, volé à une famille juive en 1942, revendu à Langlois par un collaborateur. Mon père avait été le bouc émissaire pour couvrir la piste accusé de l'avoir restauré illégalement. Antoine ignorait les détails, mais ses remords suintaient. J'ai une sœur, Élise. Si ça sort, elle paiera pour moi. Je jouais la séductrice compatissante, mes doigts traçant des cercles sur sa main. Et si on l'arrêtait? Ensemble? Il pâlit, mais l'idée germa. Le lendemain, il m'envoya un fichier crypté, les codes d'accès à la galerie privée de Langlois, rue du Faubourg Saint-Honoré. Un bunker high-tech, gardienné par des caméras et des serrures biométriques. Parfait pour un cambriolage numérique ou physique. Julien, de son côté, pourrissait à la santé, mais ses émissaires me harcelaient. Des lettres anonymes, des appels masqués, laisse-moi sortir, Élise, où je raconte tout sur ton petit jeu. Il bluffait, il ignorait l'étendue de ma renaissance. Mais la pression montait, et avec elle, mes doutes. Était-ce vraiment de la vengeance, ou une addiction au chaos? Paris, miroir impitoyable, reflétait mes tourments, dans le métro bondé, je voyais des fantômes, mon père, Julien jeune, moi-même agonisante. La nuit du cambriolage arriva, un vendredi très enveloppé de pluie battante. Antoine me fit entrer par une porte de service, son badge tremblant dans la main. Vite, les gardes changent à 2 heures. La galerie était un labyrinthe de chefs-d'œuvre volés, des monnaies sous alarme, des sculptures romaines dans des vitrines blindées. Au sous-sol, la chambre forte, un coffre-fort comme dans un film de série B, mais réel, froid acier. Avec les codes, il s'ouvrit, révélant non seulement le Matisse, mais des dossiers ou des contrats jaunis, des photos d'époque signées par des nazis. Je photographiais tout, mes mains gantées volant sur les pages. Mais alors, le twist, parmi les documents, une lettre de mon père, adressée à Langlois. Victor, je sais pour le Matisse. Je garde le silence pour Élise, mais un jour. Mon père n'était pas innocent. Il avait su, collaborer par peur, et payer le prix. La trahison s'inversait, j'étais la fille d'un complice, pas d'une victime pure.
Le choc me paralysa. Antoine, sentant mon trouble, murmura « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je refermai le dossier, le cœur en vrac. Rien. Allons-y. Mais l'alarme hurla. Pas une erreur à un piège. Langlois nous attendait dans l'escalier, flanqué de 2 gorilles en costard. Bien joué, Antoine. Tu as amené la souris dans le trou. Le traître. Antoine avait vendu, pour une promotion ou la peur. Il bafouilla, elle m'a forcé, patron. Langlois rit, un son sec comme un coup de fouet. Élise Moreau. La revenante. Ton père était un lâche, tu es une folle. La bagarre fut brutale. Les gorilles me plaquèrent, mais je me débattis comme une diablesse, griffant, mordant. Un coup de poing m'éclata la lèvre, le goût du sang ravivant ma mort. Langlois s'approcha, son face-à-face un duel de volonté. Tu crois que la vengeance te rendra ta vie? Regarde-toi, une serveuse avec des delusions de grandeur. Je crachai à ses pieds. Et toi? Un parasite suçant le sang de l'histoire. Ton empire tombe, Victor. Les flics ont les photos. Il frappa, un revers élégant qui m'envoya au sol. Mais Duval, alerté par un signal GPS sur mon téléphone, déboula avec une équipe. Sirène, menottes, et Langlois emmené, hurlant des menaces. Antoine, opportuniste, se retourna, c'est elle. Elle m'a manipulé. Mais les dossiers parlaient pour moi. Au poste, Duval me serra l'épaule. Bon boulot. Mais ton père. C'est compliqué. Je hochai la tête, les larmes coulant enfin. La vérité blessait plus que le couteau. Julien apprit tout par les journaux. Sa lettre suivante fut un aveu, j'ai su pour ton père. C'était pour nous venger ensemble. Pardonne-moi. Trop tard. Le procès de Langlois s'annonçait, un cirque médiatique, expert en art défilant, veuve témoignant, le Matisse rendu à ses héritiers. Mais la controverse guettait, mes méthodes de séduction, cambriolage me valurent un statut de vigilante borderline. Les féministes me portèrent au nu, les conservateurs me lapidèrent. Justice ou vendetta, titra le Figaro. Dans l'attente, je visitai la santé une dernière fois. Julien, amaigri, suppliait, tue-moi, Élise, si tu veux. Mais aime-moi encore. Je secouai la tête. L'amour est mort avec moi, Julien. Adieu. Dehors, Paris bruissait, indifférente. Ma renaissance touchait à sa fin, mais le vrai combat contre les fantômes intérieurs ne faisait que commencer. Le procès de Victor Langlois transforma le palais de justice en un théâtre antique, avec ses colonnes néoclassiques et ses bancs de bois patinés par des siècles de drames humains. Paris, friande de spectacles, se pressait aux abords, journalistes au micro tendu, badauds au smartphone brandi, un cirque médiatique où la vérité se noyait dans le sensationnalisme. J'étais cité comme témoin clé, Élise Moreau, la serveuse vengeuse, un titre que les tabloïds brodaient de détails sordides. De la ruelle sanglante à la salle d'audience, renaissance ou manipulation, clamait Paris Match, avec ma photo floue en noir et blanc. Assise au fond de la salle, anonyme dans la foule, je sentais les regards peser. Langlois, en costume impeccable malgré les menottes discrètes, arborait un air de martyr aristocratique. Son avocat, un ténor du barreau aux lunettes cerclées d'or, disséquait les preuves, mon client est victime d'une conspiration ourdie par une jeune femme instable, motivée par une vendetta personnelle. Il projeta des slides, ma relation tumultueuse avec Julien, extrapolée de SMS volés, des insinuations sur mon père, collaborateur présumé. La salle murmura, un bourdonnement de jugement hâtif. Quand mon tour vint, je montai à la barre, le cœur un marteau-piqueur. Le juge, une femme aux cheveux grisonnants et au regard las, m'invita à prêter serment. Dites la vérité, mademoiselle Moreau. Toute la vérité. Ma voix, d'abord tremblante, gagna en assurance. Je racontai tout, la découverte du faux au café, la trahison de Julien, ma mort omise, bien sûr, comme un délire poétique. Puis les dossiers, le Matisse, le réseau de spoliation. Des photos projetées, le manuscrit jauni, les contrats nazis. La salle retint son souffle quand je révélai le lien avec mon père. Il a payé pour vos silences, monsieur Langlois. Et moi, j'ai failli payer de ma vie. Langlois bondit, contenu par les gendarmes. Mensonge. Ton père était un voleur, comme toi. Le juge tapa du marteau. Mais le mal était fait,
les jurés, des Parisiens ordinaires, un prof de banlieue, une caissière du Carrefour, échangèrent des regards ébranlés. Duval témoigna ensuite, apportant les preuves irréfutables, virements bancaires, témoignages corroborés. Le procureur, un homme sec au verbe acéré, enfonça le clou. « Monsieur Langlois, votre empire n'est qu'un château de cartes bâti sur le sang de la guerre et la sueur des innocents. » Les jours s'étirèrent en un balai de témoignages controversés. Une veuve de déporté pleura, décrivant le Matisse comme le dernier souvenir de mon mari, arraché par des monstres comme vous. Un expert en art, embauché par la défense, admis à contre-cœur, le document Hugo est un faux grossier. Mais le réseau, il est réel. Et Julien? Extradé pour complicité, il fut appelé à la barre, hagard en chemise carcérale. Élise m'a piégé, balbutia-t-il, mais ses yeux trahissaient la peur. Sous le feu croisé des avocats, il craqua, Langlois m'a payé pour la tuer. Elle avait vu trop. La salle explosa en murmures. Meurtre? La presse titra meurtre commandité au cœur de Paris. La controverse enfla. Des manifestations spontanées devant le palais, des artistes scandant justice pour les spoliés, des conservateurs protestant l'inquisition contre l'art libre. J'étais au centre, une icône malgré moi. Des interviews refusées, des menaces anonymes ferme là, où c'est la ruelle B. Langlois, sentant le vent tourner, tenta un deal, restitution des œuvres contre une peine réduite. Le juge refusa, optant pour le verdict intégral. Mais le vrai twist surgit lors de l'audition finale. Un notaire âgé, convoqué in extremis, apporta un testament, celui de mon père, caché dans un coffre lyonnais. À ma fille Élise, je confesse ma lâcheté. J'ai su pour le Matisse, accepter l'argent pour te protéger. Pardonne-moi. Les larmes coulèrent, miennes et de la salle. Langlois ricana, voyez. Toute la famille de menteurs. Mais le jury vit la vulnérabilité, une chaîne de silence forcé, pas de malveillance pure. Le verdict tomba un matin de givre, coupable sur tous les chefs. 20 ans ferme, plus restitution. Langlois s'effondra, son masque craquelant en un hurlement primal. C'est elle. La revenante maudite. Les gardes l'emportèrent, et Paris exulta au feu d'artifice improvisé sur les Champs-Élysées, toast au pastis dans les bistrots. Julien écopa de 10 ans pour tentative de meurtre. Dans la salle d'attente, avant son transfert, il me supplia une dernière fois. Élise, je t'ai aimé. Vraiment. Je le regardais, vide. L'amour ne saigne pas, Julien. Il guérit. Et je partis, le laissant à son abîme. Pourtant, la victoire était amère. Les médias me traquèrent, héroïne ou criminel. J'apparaissais dans des débats télévisés, défendant mes choix controversés ou le cambriolage comme acte de justice poétique, la séduction comme arme des opprimés. Les féministes applaudirent, les moralistes s'indignèrent. Et moi? J'achetai un billet pour Lyon, visitant la tombe de mon père sous un ciel plombé. Pardon, papa. On était tous des pions. De retour à Paris, une offre inattendue, un poste de journaliste d'investigation au Monde, grâce à Duval. Tu as du flair, Élise. Mais reste dans les clous. Je ris. Les clous? J'en avais déjà brisé trop. Ma nouvelle vie s'annonçait, traquer les ombres, exposer les mensonges. Mais la nuit, les cauchemars persistaient le couteau, le sang, la renaissance comme une malédiction. Antoine, ce traître pathétique, fut licencié et poursuivi pour complicité. Il m'envoya une lettre, pardon. J'étais faible. Je la brûlai, les flammes dansant comme des diables. La vengeance avait purgé le poison, mais laissé des cicatrices. Paris, ma ville bien-aimée, m'accueillit en mer sévère, tu as gagné, mais à quel prix? 6 mois après le verdict, Paris avait digéré le scandale comme un festin indigeste, crachant des livres à scandale et des podcasts sensationnels. La vengeance de la serveuse devint un best-seller, anonyme mais inspiré de ma vie où une auteure opportuniste avait flairé l'air du temps. Je la laissais faire, après tout, la vérité était à moi, pas à vendre. Mon bureau au Monde était un cocon exigu sous les toits, empilé de carnets et d'ordinateurs ronronnants. Mes articles creusaient les abysses, un réseau de faux vins bordelais, une galerie de la rive droite blanchissant pour des mafieux italiens. Duval me filait des tuyaux, nos dîners hebdomadaires aux zincs du coin arrosés de confessions mutuelles. Tu es dangereuse, Élise. Comme une bonne bouteille, on y revient toujours. Mais la paix était fragile.
Langlois, depuis sa cellule à Fleury-Mérogis, ourdissait. Des rumeurs, des codicilles à son testament, des alliés dans l'ombre promettant une contre-attaque. Et Julien? Libéré sous condition pour bonne conduite, l'ironie française, il rôdait les bars de Belleville, un fantôme aux yeux creux. Une nuit, il m'attendait sous mon porche, bouteille à la main. Élise. Juste une minute. Épuisé par une deadline, je le laissai entrer, par pitié ou curiosité morbide. Il s'assit sur le lit défait, les épaules voûtées. J'ai tout perdu. Ma vie, mon âme. Mais toi. Tu rayonnes. Ces mots, sincères pour une fois, me désarmèrent. Nous parlâmes des heures, de nos enfances volées, de l'amour perverti en poison. Je t'ai tué parce que j'avais peur, avoua-t-il. Peur de te perdre à la vérité. Je touchai sa main, un geste impulsif. Et maintenant? La vérité nous a libérés. La nuit glissa vers l'aube, nos corps se retrouvant dans une étreinte hésitante, pas de passion mais de pardon fragile. Le matin, il partit, promettant de reconstruire ailleurs. À Marseille, peut-être. Loin des fantômes. Je le crus, ou voulus y croire. Mais le destin, ce farceur, en décida autrement. 2 jours plus tard, un appel de Duval, Langlois s'est suicidé. Pendu dans sa cellule. Mais. Un mot pour toi, la revenante paiera un point. Suicide? Ou meurtre déguisé? L'enquête s'ouvrit, révélant un codicille, donation de sa fortune à une fondation pour l'art authentique, gérée par Antoine, réhabilité comme témoin protégé. Le twist final me frappa lors d'une perquisition post-mortem. Dans les papiers de Langlois, une lettre scellée à mon nom, Élise, ta renaissance est un mensonge que j'ai fabriqué. Ton meurtre? Une mise en scène. Julien t'a poignardé à blanc, pour te tester. Tu as survécu, amnésique, errant des mois en hôpital psychiatrique sous un faux nom. J'ai tout orchestré pour te briser, comme ton père m'a trahi en vendant le Matisse à un rival. Bien joué, mais le jeu s'arrête ici. Le monde vacilla. Pas de mort, pas de vraie renaissance ou une manipulation cruelle, un coma feint par des drogues, effaçant mes souvenirs jusqu'à ce réveil au café. Langlois m'avait volé 2 vies, la mienne, et l'illusion d'une 3e. Les larmes vinrent, rageuses. Julien savait? Appelé en urgence, il jura l'ignorance, il m'a dit que tu étais morte pour de bon. J'ai voulu me venger. Pour rien. Nous pleurâmes ensemble, brisés. Pourtant, dans ce chaos, une clarté émergea. La vengeance avait exposé les ténèbres, libéré des fantômes. Le Matisse revint à ses propriétaires, mon père réhabilité post-mortem par un décret présidentiel. Et moi? Je quittais le monde pour un livre, le mien, Vérité nue. Renaissance falsifiée, un pamphlet sur les mensonges qui nous façonnent. La fin? Pas Bic ACH, mais une aube incertaine. Julien et moi, amants improbables, partîmes pour le sud, Marseille, ses calanques bleues lavant les cicatrices. Paris s'effaça dans le rétroviseur, une amante jalouse. On recommence, murmura-t-il, sa main dans la mienne. Je souris, pour la première fois sincère. Oui. Mais sans couteau. La vengeance, finalement, n'était pas dans le sang, mais dans la lumière. Et la lumière, en France, brille toujours, même après la nuit.